Et encore n'était-ce pas sa taille géante et son extraordinaire couleur qui avaient revêtu ce cachalot d'un pouvoir naturel si terrifique, ni même sa mâchoire inférieure difforme, mais bien cette intelligente malignité, absolument sans exemple chez les autres Léviathans, si l'on en croit les récits circonstanciés et dignes de foi dont il faisait preuve invariablement dans tous ses combats. C'étaient ces feintes surtout, ces retraites traîtresses qui frappaient d'épouvante et déroutaient le plus. Ce n'était pas une fois, mais à plusieurs reprises, que, fuyant avec tous les signes de la plus évidente alarme devant ses chasseurs exultants et déjà victorieux, il avait brusquement fait demi-tour pour leur foncer droit dessus, faisant voler en éclats leurs baleinières ou les mettant en fuite, atterrés, jusqu'auprès du vaisseau. Plusieurs pertes totales avaient déjà marqué ces chasses. Mais alors que ces sortes d'accidents, dont on parle fort peu à terre, sont loin d'être rares dans les vicissitudes de la pêche, dans le cas particulier de Moby Dick, la préméditation de son infernale férocité était à ce point patente que chaque démembrement et chaque mort qui lui était imputable cessait d'être regardé comme le fait d'un être inintelligent. Qu'on juge alors à quel suprême degré de rouge colère, à quel excès de rage furieuse pouvait monter l'esprit de ces désespérés chasseurs, quand ils se retrouvaient au milieu des éclats de leurs canots broyés, parmi les membres disloqués de leurs camarades perdus, nageant hors des bouillons écumeux de l'effroyable furie du cachalot, sous le soleil implacablement serein qui continuait de sourire comme pour une naissance ou une noce.